Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, c'est le moment, oui, c'est le moment d'ouvrir vos agendas, es el momento, et de prévoir week-end, visite, découverte, escapade ou même idées de vacances en écoutant cette émission. Car les pépites voyagesques que nos experts invités vont vous dévoiler aujourd'hui sont toutes à portée de main, de train, de vol, dans un ébouriffant pas loin, pas cher, qui va vous enchanter. Des destinations toutes malignes, originales, souvent méconnues, qui vous ouvriront les voies singulières de découverte de nos territoires et de destinations en France et en Europe. Oui, car nos invités experts du jour savent de quoi ils parlent en termes de voyage pour les avoir toutes testées et racontées par le menu sur leurs sites et blogs respectifs. Connaissez-vous donc la meilleure façon de découvrir en Italie la sublime région du lac de Côme ou le paysage grandiose dans lequel trône le monastère de la Grande Chartreuse en Isère? Comment échapper aux files d'attente à Séville, en Espagne devant le palais de l'Alcazar? Où se trouve en France le village aux 500 crèches, ceux qu'il ne faut pas manquer dans la Haute-Loire, celui où on ramènera un pull génial en poil de yak ou de chameau? Est-ce une bonne idée en Grèce de louer un bateau? Que voir, que faire à Stockholm, Londres, Porto, Lisbonne, Amsterdam, Séville, Madrid, Istanbul, Jujurieux, Pérouge ou Polignac? Oui, j'espère, chers amis, qu'on aura le temps de tout dire. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et pour évoquer ces voyages, nos experts invités aujourd'hui sont Chantilly Delincourt, blogueuse, fondatrice de Village et Patrimoine, le site de référence du tourisme patrimonial. Vous êtes rédactrice, Chantilly, photographe et créatrice de contenu, auteur de livres sur le patrimoine français. Montrez-nous vos bouquins que vous avez faits. Alors, le premier, Des villages pas comme les autres. Des villages pas comme les autres, Voilà. Très bien. Il est très joli. Hein. Très beau livre. C'est quoi le village en couverture? Superbe cadeau de Noël. D'accord. C'est en Isère. En Isère. Et le deuxième, Des châteaux pas comme les autres. Très joli aussi. Pareil. Et c'est quel Très château beau livre de celui-là? Noël. Oh, vous me posez des colles à chaque fois. Ah bah non, mais regardez, il faut... Mais en tout cas, ce sont deux très beaux ouvrages que nous conseillons Oui, tout à fait. d'acheter pour Noël, Oui. par exemple. C'est une très belle idée. Chantilly, vous êtes donc blogueuse, fondatrice, rédactrice et photographe, d'accord? Oui, exactement. Et votre site se nomme? Village et Patrimoine. Très bien. Maxence est avec nous, il est fondateur du site Viré Malin, 200 destinations testées, 1 millier d'articles. Il bosse, Maxence, parce que moi je me suis plongé dans son site. C'est beaucoup de références très précises, beaucoup de cartes, beaucoup de très bons conseils. Vous êtes d'une précision remarquable, Maxence, je vous félicite. Bien, merci beaucoup, Christophe. 200 destinations, c'est vrai, hein, c'est énorme. Oui, ça commence à faire, mais ça fait depuis 12 ans maintenant que je prends plaisir à partager mes voyages, mes retours d'expérience, mes petits conseils. J'aime beaucoup après personnaliser des cartes pour aider justement un maximum de voyageurs à organiser leur voyage. Donc Viré Malin, quelle serait votre définition de la virée maline? Bah écoutez, à l'origine, c'est pour aider les personnes qui veulent faire des petits voyages de 3-4 jours dans des destinations qui sont faciles d'accès depuis l'Europe. Donc avec un vol de 1, 2, 3 heures, on a quand même un très beau... L'Europe, il y a pas mal de très belles capitales à visiter. Et donc, il y a de quoi faire. Hein. Absolument, oui. Et Chantilly, vous, quel est l'angle de votre site? C'est quoi la référence pour vous? Alors moi, ça serait faire découvrir la France aux Français. C'est vraiment le tourisme de proximité. C'est découvrir qu'est-ce qu'il y a à côté de chez soi, qu'on peut aller voir, qu'on ne connaît pas forcément. Non. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on peut vivre dans un département et peut-être pas connaître tout ce qui s'y passe. Absolument. Donc c'est vraiment faire découvrir la France aux Français. Exemple, nous, en région parisienne, l'abbaye de Royaumont, c'est un endroit absolument sublime qui est à 60 km de Paris, qui vaut un week-end. Oui, oui, tout à fait. Absolument génial. Ah oui, oui. Bien, on va commencer avec vous, Chantilly. Alors, alors, chacun, je vous explique le principe de l'émission. Tous les deux, vous allez nous faire découvrir 2 destinations chacun par quart d'heure. Donc, faut turbiner, les enfants. Oui, hein. faut turbiner, il faut être bon, il faut nous raconter ce qui vous a plu, les que voir, que faire, les incontournables, vos avis perso aussi, à tous les deux. Et puis, vraiment, donner envie à nos auditeurs d'aller voir vos sites, d'aller voir vos blogs et surtout, de voyager. On commence avec vous, la Meuse. Pourquoi la Meuse, Chantilly? Alors, j'étais en Meuse Lorraine. la semaine dernière. Ah, donc c'est tout frais. Ah, c'est tout frais. Alors, J'en reviens presque. Est-ce que vous êtes ravi de la Meuse? Oui, parce que c'est une destination qui est très surprenante. En fait, on peut avoir une image de la Meuse. En fait, il y a beaucoup de patrimoine à découvrir et des jolis villages. C'est pas très loin de Paris. En fait, quand on prend le train, c'est 1 heure jusqu'à Meuse TGV. D'accord. Alors, ce qui est rigolo, c'est que le TGV nous laisse au milieu de la campagne. Et après, il y a un système de bus, en fait, pour rejoindre les grandes villes. C'est facile? C'est super facile. Vite. Oui, c'est très facile. C'est une gare TGV qui est vraiment toute simple. D'accord. Voilà, donc c'est facile d'y aller. C'est pas très loin de Paris. C'est très joli. Il y a beaucoup de très belles choses à voir, notamment beaucoup de patrimoine religieux, forcément.
Comme la cathédrale de Metz. Comme la cathédrale de Metz, qui est un peu plus loin, qui est oui, du coup, qui n'est pas dans la Meuse. Non, c'est vrai. Mais voilà, donc dans la Meuse, ce que je conseille de voir en ce moment, c'est le parcours Vitrail. J'ai rencontré son créateur, en fait. Il s'appelle Vincent Adelus et il vit dans une petite cité de caractère, donc un village labellisé, qui s'appelle Saint-Miguel. Et il a créé en fait ce parcours Vitrail. L'idée, c'était de rétro-éclairer les églises de l'intérieur la nuit. Parce qu'en fait, on peut passer devant plein d'églises avec des vitraux sublimes, mais on les voit pas forcément. C'est pas ce qu'on voit le plus en fait dans une église. Alors, c'est une très bonne idée. C'est une super idée. Et son idée a été justement labellisée par la Fondation du patrimoine. Il a eu lauréat du prix Sésame 2024. Donc, son idée, c'était d'organiser des parcours de visite la nuit. Donc, c'est entre 17h et 22h30 tous les soirs. Il y a un système d'éclairage qui est économique, qui est déployé dans les églises. Et donc, les églises s'allument à partir de 17h le soir quand il fait nuit. Et les gens peuvent se balader, suivre ces différents itinéraires et voir toutes ces églises rétro-éclairées. Combien d'églises ? 22 22 églises, exactement. C'est du 29 novembre au 5 janvier et c'est depuis Verdun en suivant la Meuse et la Voie Sacrée. Et les petits villages, c'est quoi ? C'est Ansemont, Ambly. Alors, il y a 3 itinéraires. Il y en a un qui fait Verdun-Saint-Mihiel, l'autre qui fait Toul-Saint-Mihiel et le troisième qui fait Pont-à-Mousson-Saint-Mihiel. Le parcours Vitrail, voilà, ça c'est top. C'est magnifique. Le parcours Vitrail. C'est très poétique. On part avec Maxence en Italie. On commence avec le lac de Côme. Pourquoi le lac de Côme, Maxence? Que vous avez un gros coup de cœur pour l'endroit. Hein. Oui, toute la région de la Lombardie, au nord de l'Italie. C'est vraiment une destination qui est très facile d'accès puisqu'il y a de nombreux aéroports en France qui vous permettent de rejoindre l'aéroport de Bergame, qui sont c'est à 1 heure de Milan. D'ailleurs, la plupart qui voudront visiter Milan, ils arriveront à l'aéroport de Bergame ou de Malpensa. Oui. Et en fait, il y a beaucoup de vols low cost qui permettent de faire l'aller-retour. Moi, j'y suis allé à la fin août, c'était 40 € aller-retour. Depuis Paris, il y aura de nombreux vols qui vous permettront d'aller à Bergame. Et donc, pour après visiter la Lombardie, donc la Lombardie, c'est c'est le lac de Côme, lac Majeur, le lac d'Orta. Vous pourrez y accéder, par exemple, vous pouvez louer une voiture directement à l'aéroport de Bergame pour 19 € par jour. Donc c'est relativement pas très cher. Hein. Ouais. Et voilà, c'est une bonne destination pour pouvoir partir 5-6 jours en petit road trip facile à faire. Vous allez pouvoir faire donc le lac de Côme. L'idéal, c'est d'y passer au moins 4 nuits. Et l'idée, c'est pas de dormir dans la ville de Côme, parce que c'est pas ici que ça se passe en fait. C'est pas ici que se trouvent les choses incontournables. C'est dans la partie centrale du lac de Côme, autour de Bellagio, Menaggio et Varenna. D'ailleurs, c'est ici que je conseille de dormir. D'accord. Dans le village. C'est là où il y a une vraie vie un peu nocturne avec des bars, des restaurants le soir. Et c'est ici que tout se joue. Les incontournables, quoi, les villas Carlotta, les petites excursions en bateau. Donc à 15 €, 20 € la journée, vous pouvez prendre le bateau autant de fois que vous voulez. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique, quoi. Très bien. Coup de cœur pour cette région de l'Italie avec les lacs. Alors, coup de cœur pour les paysages aussi et coup de cœur pour la vie assez facile, assez simple. Oui, voilà. Bon, après, par contre, pensez surtout à réserver votre logement au moins 6 mois à l'avance, quoi, parce que les prix explosent. Et voilà. Après, il y a aussi le lac Majeur qui est à côté, qui est à 1h30 du lac de Côme. En voiture, c'est facile. Et il y a les magnifiques îles Borromée à visiter. Magnifique. Là, 2-3 nuits au lac Majeur suffit. Et oui, c'est grandiose, quoi. Ok, bravo Maxence pour nous avoir fait aimer cette région d'Italie. On refait un grand écart, on repart dans la cathédrale de Metz. Oui. Et cathédrale gothique. Absolument magnifique à découvrir. Déjà, Metz est une très jolie ville. Oui. On n'entend pas beaucoup parler de Metz, mais en fait, en point de vue architecture, c'est très très joli parce qu'elle a eu connu toutes les époques et notamment plusieurs styles différents. Donc c'est vraiment une très jolie ville. Et en ce moment, ils sont en plein dans les organisations des fêtes de Noël, parce que le Grand Est est quand même très très connu pour ses célébrations de Noël, notamment la Saint-Nicolas. Et voilà, donc quelques mots sur la cathédrale de quelques chiffres. Alors sur la cathédrale de Metz, en fait, c'est la plus grande surface de vitraux en France. Il y a 6500 mètres carrés de vitraux. Elle est énorme. On l'appelle la lanterne du bon Dieu. Donc c'est une cathédrale gothique qui est la plus haute de France, après celle de Beauvais et celle d'Amiens. D'accord. Donc voilà, donc c'est une cathédrale qui est
immense, gigantesque, en plein centre de Metz. Et je conseille vraiment à tout le monde d'aller la visiter parce que c'est très très beau dans l'intérieur. Metz, 120 000 habitants, ville moyenne, très ville agréable moyenne, à visiter. Exactement. Oui, très joli. Avec un parcours top. Voilà, exactement. On repart à Stockholm maintenant. Hein, on va faire... allez hop, on est parti, on est fou, on est dingue. On quitte Metz, on va à Stockholm avec Maxence qui a exactement 42 secondes pour nous faire aimer cette ville, parce qu'après, il faut marquer une petite pause. Mais on se retrouve après pour parler de Stockholm. Et là, on peut déjà en dire quelques mots. Alors, Stockholm, toujours capitale européenne, facile d'accès. Ce qui est sympa, c'est que depuis l'aéroport, il y a un train direct qui permet de rejoindre la ville de Stockholm en 25 minutes, ça c'est chouette. Et tout se fait à pied, quoi. Tout est fait pour rendre heureux les habitants. Donc, Stockholm est de petite île, donc vous allez pouvoir vous balader en bateau toute la journée, faire des parcs, visiter de nombreux musées, dont le musée Vasa qui est incroyable. C'est un immense bateau qui a été construit en 18e siècle, ou peut-être 17e, pardon, j'ai pas le chiffre devant moi, mais c'est un de mes musées préférés. Il y a le musée Viking, donc c'est vraiment une destination aussi pour les familles. Et bon, après, attention aussi pour les mois, parce que par exemple, en janvier, le soleil se lève à 8h30, mais il se couche à 15h30. C'est ça. On va marquer une pause, Maxence. On va continuer à parler de Stockholm et à découvrir cette ville sublime. On se retrouve, chers amis, avec nos deux amis Maxence et Chantilly du site Viré Malin et du site Village et Patrimoine. Formidable, à tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Vos week-ends, vos visites, vos découvertes, vos escapades, vos idées de vacances. Écoutez cette émission car nous sommes avec nos deux amis Chantilly de Lincourt et Maxence. Maxence a fondé un site virémalin.fr. Allez vite y faire un tour car il y a plus de 200 destinations qui vont vous donner des idées. Et Chantilly de Lincourt, elle est blogueuse et fondatrice de Village et Patrimoine, le site de référence du tourisme patrimonial français. On peut le dire comme ça. On peut très bien le dire comme ça. Et on était parti avec Maxence, qui nous avait embarqué. Maxence, il a un sens quand même du conte, je trouve qu'on est bien. C'est un bon voyageur, un bon guide. On était parti à Stockholm, et là, Maxence, je vous ai un petit peu coupé, mais on y retourne. Bah, je comprends. Écoutez, encore une fois, pour venir à Stockholm, c'est comme une destination qui est, je trouve, parfait pour les amoureux et les familles. Vous trouverez de nombreux musées, dont le musée du prix Nobel, le musée de la photographie, qui est vraiment génial. Vous pourrez aller visiter des petites îles, donc des excursions en bateau qui sont pas très chères, pour aller visiter la résidence royale ou l'île Viking de Birka. C'est vraiment une destination parfaite pour y aller. Allez, 4 nuits c'est bien, donc ça fait 3 jours plein. Très bien, 4 nuits c'est bien. On est à combien de vols, Paris-Stockholm? C'est quoi? C'est 2h30, 3h? C'est ça. 2h30. Je note Stockholm. On repart dans un endroit à 40 km au nord-est de Lyon, en France, dans l'Ain, avec vous, Chantilly. Aussi un gros coup de cœur, et c'est aussi un de mes coups de cœur à moi, perso. C'est Pérouges. Oui. Pérouges, c'est en région Auvergne-Rhône-Alpes. Hein. On est sur une commune qui est située sur ce qu'on appelle un mamelon rocheux, 300 mètres en hauteur. Tout d'un coup, on a ce village qui n'a pas bougé, qui est dans son jus depuis. Exactement. Qui a été, je pense, très bien rénové aussi. Oui. Donc c'est un village fortifié qui est effectivement entre Lyon et Genève, on va dire. Il faut s'imaginer donc le village qui est médiéval par excellence, avec des ruelles pavées, des maisons en pierre à colombage. Des remparts donc qui entourent complètement le village. Il y a un vieux tilleul, une place qui s'appelle la place du Tilleul, qui a été plantée soi-disant en 1792 au moment de la Révolution française, donc voilà, qui date depuis des centaines d'années. Donc c'est une ancienne ville riche de marchands, de tisserands, de cultivateurs, et surtout si vous passez à Pérouges, il ne faut pas rater la galette de Pérouges. C'est la spécialité locale du village. Ah oui. Ça a été créé là-bas. Et donc on peut la manger, c'est comme une tarte au sucre. C'est très très bon, c'est très fin. On peut s'imaginer, le tarte au sucre, ça va être un peu, voilà. Mais en fait, pas du tout. Vous aimez bien le sucre, hein? On a pris un café tout à l'heure, vous avez pris 3 sucres. Hein, quand même. Je balance, mais bon. C'est pas sympa, ça. Non, c'est pas sympa. Donc oui, non, mais en fait, elle est très légère. Donc on peut vraiment la manger. On la sert en petites parts, comme une part de pizza. Ouais. Et c'est vraiment très très bon à manger avec un petit goûter. Voilà. Si vous passez à Pérouges, voilà, faites une petite pause. Moi, j'ai un très bon souvenir de tournage à Pérouges où j'étais en costume médiéval.
médiéval. Voilà. Je me serais cru vraiment au XIIIe siècle. Exactement, c'est exactement ça. Voilà. Parfait, Pérouge. Donc c'est à 80 km à peu près au nord de Lyon. Hein. Voilà. Ok. On part avec vous maintenant, Maxence. On va où? On va, justement, vous êtes un gastronome, Maxence. Je sais que vous faites des recommandations aussi sur la gastronomie des pays, parce que un pays, quand on le visite, c'est pas forcément du patrimonial, mais c'est aussi de goûter des choses. Et on va à Porto. Qu'est-ce qu'on goûte à Porto? Oula, à Porto, la bacalao, mais bon, Bien sûr. Moi, spécialiste de la gastronomie, je sais pas, moi j'aime beaucoup la nourriture de rue, on va dire. Mais quoi qu'il en soit, pour Porto, donc pareil, ce qui est très bien, c'est qu'une fois à l'aéroport de Porto, pas besoin de prendre un taxi pour rejoindre Porto, il y a un métro, enfin plutôt un petit train. Donc voilà, pour 5 euros, vous arrivez à Porto en 20 minutes, 30 minutes. Une fois arrivé, l'idéal, donc c'est trouver un logement dans le quartier Ribera, vraiment à côté du pont de Luis 1. Ici, vous serez évidemment placé. Il y a de nombreux petits restos, des bars. C'est vraiment, il y a vraiment une atmosphère très chaleureuse et très agréable. Voilà. Donc, entre le quartier Ribera, juste en face, vous avez le quartier de la Villanova de Gaia, séparé donc par le Douro. Tout ça à pied, c'est vraiment très facile. Faut pas hésiter à longer le fleuve. Et surtout aller de l'autre côté, hein, là-bas, vous pourrez faire des visites de chais de vin. C'est vraiment. Il y a là aussi le marché de Bolao qui est vraiment vraiment très sympa à faire. Vous avez l'église San Francisco aussi qui vous permettra d'avoir une belle vue sur le quartier, excusez-moi, de Ribera, pardon. D'accord, ouais, je vois très bien. Là, je vous suis, parce que j'y suis allé à Porto il n'y a pas longtemps, donc je vous suis très bien. Surtout, si vous pouvez, c'est avoir une journée pour aller faire la vallée du Douro. Ouais. On peut y aller en bateau. Moi, je ne conseille pas forcément d'y aller en bateau parce que ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Vaut mieux y aller louer une voiture ou prendre le train pour se rendre là-bas. C'est vraiment, vraiment magnifique. Quoi. De toute façon, on retrouve toutes ces infos sur votre site Viré Malin. Encore une fois, que je recommande, comme celui de Chantilly, parce que vous avez tous les deux la manie du détail. C'est ça que j'aime bien. C'est que vous allez chercher des trucs comme ça. On gagne du temps en allant voir vos sites, puisque sinon, on se le fait nous-mêmes, c'est long. On part maintenant à Bourg-en-Bresse, 41 000 habitants. Oui, Bourg-en-Bresse. Alors ça, c'est un monastère royal. Qui est magnifique. De Brou. Il a la particularité d'être avec un cloître à 3 étages. Donc déjà, j'avais jamais vu ça. C'est beau. Quand on rentre dans le truc, c'est magnifique. Et en plus, il y a plusieurs cloîtres à l'intérieur. Oui, c'est ça. Donc effectivement, c'est du gothique flamboyant. Donc c'est absolument magnifique, c'est de la dentelle. C'est à Bourg-en-Bresse. C'est à Bourg-en-Bresse même. Donc le monastère royal de Brou, c'est une histoire d'amour parce qu'en fait, ça a été demandé par Marguerite d'Autriche pour son mari défunt, Philibert le Beau. Donc elle a voulu que son défunt mari, qu'elle adorait, repose dans ce monastère. Donc c'est comme un peu un mausolée. Quelle belle preuve d'amour. Voilà, et donc c'est absolument magnifique. Et il se trouve que elle est décédée elle-même avant la fin de la construction du monastère. Donc elle n'a jamais vu le monastère, elle n'a jamais été. Très belle histoire et d'amour, donc, romantique. Très romantique. Du coup, elle est enterrée elle aussi là-bas. Donc il y a 3 tombeaux. Il y a celui de son mari, le sien et celui de sa belle-mère. Elle est quand même pas sympa, la belle-mère. Elle a eu droit dans tous à les sa cas, petite c'est tombe. magnifique. C'est vraiment à voir. C'est extrêmement grand. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de moine. Hein. Non. C'est un musée. Absolument. Il fait des très belles expos. Et donc le monastère est absolument magnifique puisque c'est vraiment taillé, cisaillé. On rentre dedans et c'est tellement grand et tellement bien fait qu'on peut qu'être ébahi en fait par ce monastère. Il y a un effet waouh. Complètement. Maxence, quand on va à Lisbonne, parce qu'on était à Porto, on est toujours au Portugal, où est-ce qu'on peut trouver un effet waouh à Lisbonne? Lisboa. Déjà, lorsqu'on va à Lisbonne, moi j'aime bien conseiller de visiter le château Saint-Georges en premier parce qu'on a une magnifique vue sur le quartier Alfama et Baixada-Chalo. D'ailleurs, c'est Baixada-Chalo, c'est là où je conseille de loger parce qu'on est vraiment au cœur historique de la ville et ce qui va permettre de autant aller à Bairro Alto le soir pour passer une bonne soirée tout simplement et autant visiter tout ça à pied facilement depuis ce quartier-là. Il y a une chose très sympa à faire depuis Lisbonne, c'est d'aller visiter les palais de Sintra. Il y a un petit train qui permet d'y aller directement. C'est pas très cher. Par exemple, faut prendre la journée pour visiter Sintra. C'est des magnifiques palais tout en couleur. Et puis, si vous avez le temps, même finir votre journée à côté, c'est Cascais, où vous allez pouvoir vous baigner. Donc, ne pas oublier le petit maillot de bain pour la fin de journée. Évidemment. Voilà. Sinon, bien sûr, il y a le couvent des Carmes en Lisbonne. Il y a la place du commerce, la cathédrale d'Essé.
Il y a le monastère de Saint-Vincent de Forain. Voilà, ce sont des incontournables. Et voilà, Lisbonne se visite très facilement. Voilà, trois jours complets et plus une journée pour visiter Sintra et Cascais, c'est parfait. Et bien sûr, il y a des vols pas chers depuis la France pour rejoindre Lisbonne. Voilà. Ouais, Lisbonne, on va en parler aussi. On a parlé de Porto, on parlera de Séville. C'est vraiment Stockholm aussi. C'est vraiment des destinations dépaysantes, pas loin de Paris, qui valent le coup pour 3-4 jours, quoi. C'est bien. Et oui, puis c'est facile d'accès. C'est souvent moins cher qu'en France, donc vous allez pouvoir passer un bon moment à 1h30 de la France. Il y a des vols pratiquement tous les jours. Tout est fait pour voilà. C'est facile. C'est des petits week-ends découvertes faciles. Voilà, exactement. 4000 habitants, on est dans le Bugey, sur les contreforts ouest du massif du Jura. Une commune qui s'étend jusqu'à la rive gauche de l'Ain, 70 km au nord-est de Lyon. Qu'est-ce que c'est, Chantil ? Oui, qu'est-ce que c'est? Dites-moi. C'est Jujurieux. Ah, Jujurieux. Ah, mais Jujurieux. Jujurieux. Mais vous suivez un petit peu ce qui se passe dans cette émission ou pas? On est à Jujurieux quand même. Alors, Jujurieux. Pourquoi on est à Jujurieux? Alors, ce qu'il y a à voir à Jujurieux, c'est le musée des soieries Bonnet. C'est ça. Et ça, c'est absolument surprenant. C'est une curiosité. C'est une curiosité à voir. Moi qui ne suis pas très soie, mes musées, mais j'aime bien ce que vous m'avez raconté. Je connais pas. En fait, c'est une ville dans la ville. C'est un musée qui était à l'époque donc un atelier de soierie. Donc il y avait 1300 ouvrières qui travaillaient là. Donc il faut imaginer, comme je disais, une ville dans la ville, c'est-à-dire elles y dormaient, elles y travaillaient, elles y vivaient. C'était au tout début, c'était des jeunes femmes, des jeunes filles même, un peu adolescentes, qui venaient travailler là, qui venaient des campagnes aux alentours ou qui venaient de l'orphelinat souvent, qui venaient apprendre un métier. Et ensuite, avec les années, c'est ouvert donc aux jeunes femmes. Qui cherchaient aussi un métier. Donc, c'est une curiosité à voir, puisque dans cet atelier qui est gigantesque, on a encore les ateliers, les métiers à tisser. Donc, on les voit encore, ils sont là. Certains sont encore en activité. On peut imaginer le bruit qu'il devait y avoir dans cet atelier immense et la chaleur qui devait s'en dégager, parce qu'il faisait jusqu'à 50 degrés en plein été. Et les jeunes filles travaillaient là toute la journée, elles dormaient sur place. Donc, il y a une école, il y a une infirmerie, il y a des dortoirs, il y a une chapelle. Enfin, voilà, c'est vraiment... Tout ça, c'est visitable. C'est visitable. Donc ça, c'est vraiment extrêmement étonnant. Et ils ont travaillé pour Dior, pour Chanel, pour Yves Saint Laurent, pour Lanvin. Et donc, il y a une petite expo des robes. Mais ça continue à produire ou pas? Non, pas du tout. C'est vraiment le musée dans son jus. Musée, effectivement. Mais tout est resté dans son jus. Il y a encore les très vieilles machines qui sont là. Et il y a une petite expo où on peut voir les robes et les costumes pour Yves Saint Laurent. D'accord, très bien. C'est vraiment intéressant. On va marquer une pause, chers amis, et nous continuons cette émission à faire le tour en France et en Europe avec nos amis blogueurs, fondateurs de sites qui sont avec nous, Maxence et Lucille de... Chantilly de Lincourt. Chantilly de Lincourt. J'ai un gros problème avec les prénoms, mais c'est vrai. Mais même en pleine émission, je zappe. C'est dingue. Il faut que j'aille consulter. Et après notre pause, on arrivera directement à Amsterdam. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Ah, chers amis, nous sommes toujours dans cette joyeuse émission sur le tourisme et le voyage. Nous sommes avec Chantilly de Lincourt, blogueuse, fondatrice de Village et Patrimoine, site de référence du tourisme patrimonial français. Chantilly est rédactrice et photographe également. Maxence, il est lui fondateur du site Viré Malin. Depuis 12 ans, il anime ce site, 200 destinations testées, 1 millier d'articles écrits et une profusion de détails sur ces deux sites, sur ces deux travaux de nos amis qui sont, on peut dire, journalistes. Moi, je vous qualifie de journaliste, chers amis, parce que vous allez chercher les infos, vous les vérifiez, vous les sourcez, vous les maintenez en vie, vous les faites vivre et vous donnez envie aux gens d'aller sur place. Donc bravo. On va parler d'Amsterdam avec vous, Maxence. Maxence, en préparant cette émission, il m'a dit Amsterdam, c'est mon gros coup de cœur. C'est vrai? Oui, c'est un gros coup de cœur. Et puis encore une fois, c'est aussi une capitale qui est facile d'accès depuis la France. Depuis Paris, on peut y aller en train, mais bon, voilà, vous trouverez beaucoup d'avions. Et en plus, depuis l'aéroport, chez Paul, il y a aussi un train qui permet de rejoindre la gare centrale d'Amsterdam. Donc, pas besoin de prendre taxi ou de bus. Le train se trouve au -1 et voilà. Donc, on y est très rapidement. À Amsterdam, donc les incontournables, musée Van Gogh, le Maison d'Anne Frank, où faudra penser à réserver sa place pour Maison d'Anne Frank, sinon vous rentrerez pas, ça c'est sûr. Le Rijksmuseum, c'est un peu le Louvre d'Amsterdam. Tout ça se trouve dans le quartier Led Zeppelin. C'est d'ailleurs ici qu'il faut loger parce qu'en fait c'est vraiment un quartier très sympa. Mais quoi qu'il en soit, de la gare jusqu'au quartier Led Zeppelin en passant par la Maison d'Anne Frank,
toute cette zone, c'est parfait pour se loger. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le quartier que vous vous recommandez. Ouais, le quartier Led Zeppelin, oui, c'est vraiment un très très beau quartier. D'accord. Et bien sûr, le quartier Jourdain aussi, voilà. Et les canaux, bien sûr, à ne pas manquer. Ah, mais bien sûr. Et puis, si vous allez en printemps, ne pas hésiter à aller faire une petite excursion au jardin Quequenov pour voir les milliers de tulipes en fleurs, c'est magnifique. Chantilly de Nacourt, en allant voir votre site, on apprend que la famille princière de Monaco a un lien avec Polignac. Oui, Où se tout trouve à fait, Polignac? en Haute-Loire. En Haute-Loire, petit village, 2800 habitants, à 140 km au sud-ouest de Lyon. Racontez-nous cette histoire. Alors déjà Polignac, c'est un village qui est sur une butte volcanique. Donc Aussi. quand on arrive par la route, on ne voit que ça. On voit Polignac et son immense forteresse et son très haut donjon. Donc ça, c'est vraiment très surprenant. Donc, là, il y a un effet waouh, et c'est surprenant. Il y a un l'impression côté... que le village flotte un petit peu. Voilà, exactement, tout dans les hauteurs. Donc donc à voir, c'est la forteresse, bien entendu, elle se visite. Donc c'est 800 mètres de rempart, elle est quand même très très grande. Et bien conservée. Et très bien conservée. Le donjon de 32 mètres de haut. Et elle appartient à la famille de Polignac depuis plus de 1000 ans. Et donc cette famille de Polignac, effectivement, a un lien avec Albert II de Monaco et la famille Grimaldi, puisque l'arrière-grand-père était issu de la famille Polignac. D'accord. Donc le papa de Régnier. D'accord. Est-ce que c'est une cité de caractère? Oui, en tout cas, c'est un des plus beaux villages de France? C'est un plus beau village de France. D'accord. Et ça, vous validez quand vous voyez ça? Oui, c'est très très beau. Oui, franchement, c'est un label qui est assez juste. Oui, c'est un label qui est assez juste parce qu'il récompense en fait la beauté de l'architecture, notamment des villages. Et il y a un autre label aussi qui est très connu en France, c'est les petites cités de caractère. Oui. Voilà, qui elles sont des petites cités avec du patrimoine et qui sont très dynamiques. Et ça peut servir de référence aussi. Exactement. Et qu'est-ce qui nous sert de référence, Maxence, du site viremalin.fr quand on va à Londres? Parce que Londres, on a envie de dire, ouais, ça va, on connaît, c'est pas loin, nos amis anglais, on connaît tout. Mais non, en fait, vous allez nous raconter qu'il y a des choses un peu malignes, un peu intéressantes, un peu hors des sentiers battus à voir à Londres. Oui, surtout au niveau des marchés, c'est les petits marchés, nous les Français on aime ça. Vous avez par exemple le marché de Portobello Road, qui est un des plus grands marchés, des plus connus de Londres. Donc moi je conseille d'y aller surtout le samedi, c'est là où il y a une meilleure ambiance. Vous avez aussi le marché de Camdenton. Pareil, c'est le week-end il faut y aller. Il y a un marché au plus qui est vraiment génial. Par la suite, après. C'est sûr que pour passer un très bon séjour, le mieux c'est de loger dans le quartier Soho. C'est là où se trouve Piccadilly Circus, Oxford Circus, Regent Park, Regent Street, Carnaby Street, Covent Garden. À côté vous avez Chinatown, vous allez pouvoir visiter un paquet de sites touristiques à pied. Il y a le British Museum qui est pas loin, le National Gallery. C'est vraiment une ville aussi, faut y aller quoi, 1, 2, 3 fois, on s'en lasse pas. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de prendre le bus touristique? Ou c'est vraiment un attrape non touriste? Moi, je l'utilise le bus touristique parce qu'en fait, ça permet aussi d'avoir une vue d'ensemble sur la ville. Et puis bon, quand on a visité toute la journée, enfin quand on a marché toute une journée, passer 3-4 heures, une petite matinée ou une petite fin d'après-midi dans un bus touristique, je trouve ça pas mal. Donc souvent, je le conseille. Il y a des villes où je pas, mais à Londres, oui, je le conseille. Et il y a un truc que j'aime bien aussi sur votre site, Maxence, c'est que vous conseillez souvent de vous référer à un guide francophone sur place et de voir avec lui pour une journée ou une matinée. Et ça, je trouve ça très bien. C'est pas très cher et ça nous ouvre des portes des villes. À chaque fois, c'est vachement bien d'avoir quand même son guide perso. Hein. Oui, après, bon, pas très cher, oui. Ça reste des visites guidées privées. Ça a quand même un certain montant, mais c'est vrai que bon, les Français sont friands quand même aussi de visites guidées, de l'histoire, et il n'y a rien de mieux qu'un guide touristique francophone pour nous raconter un peu les histoires et légendes d'une ville. Mais c'est vrai que je mets en relation pas mal de guides francophones via le site WeLink. Sitewheeling.fr qui propose de nombreux guides francophones. D'accord. Ou des gritteurs, ça se fait encore, les gritteurs, ça c'est les habitants des villes qui bénévolement reçoivent les touristes et leur servent de guide pendant 2-3 heures, ça c'est bien. Voilà, par contre après ça c'est en groupe. Hein. Oui, c'est en groupe, c'est vrai. 30 personnes, c'est très bien, mais bon, moi c'est sûr que bon, avoir un guide un peu privé... c'est le côté un peu snob qu'on a tous, Maxence, bien sûr. Est-ce qu'on a des guides privés en France qui font le travail formidablement bien? Très très bien même, tout à fait. Ça, et d'ailleurs c'est une grande valeur ajoutée. Oui.
par rapport au lieu qu'on visite. Ah, moi je trouve aussi, Un oui. bon guide, ça nous transcende un lieu. Absolument. Et là, on part où après avoir été à Polignac? Alors, on part dans le Lot. Toujours dans Ça le vous Lot? va? Ouais, très bien. Allez. Par le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle? Exactement, Vous par l'avez le fait, chemin. vous Je l'ai fait. C'est vrai? Ah oui, je l'ai fait et j'ai adoré. Ah ouais. Maxence, vous l'avez fait, Saint-Jacques-de-Compostelle? Et non, pourtant j'en vois tous les jours devant chez moi, parce que oui. il passe devant moi. Il y en a souvent. Oui. Rappelons que vous êtes en direct en ce moment dans une région bénie des dieux qu'on appelle les Landes. Pas vraiment, c'est le Pays Basque, mon cher Christophe, attention. Hein. On rigole pas avec ça, j'aime bien le taquiner. Donc on est au Pays Basque, il fait beau tout le temps, vous allez faire du surf, voilà, vous allez encore vous moquer de nous. À Paris, là, il pleut, chez nous. Un petit peu, on vous comprend pas trop, mais bon, écoutez, c'est comme ça, il faut tout. Hein. Oui, il faut tout pour faire un monde. Chantilly, pareil, alors? Alors, donc, moi, je vais vous parler de la voie du Célé dans le Lot, Oui. qui est donc une variante du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est entre Figeac et Cahors. C'est ça. Plus précisément sur ce tronçon-là. Oui, sur ce tronçon-là, c'est la voie du Célé. Donc, ça suit le Célé, mais par les crêtes. Le Célé, c'est le fleuve, c'est la C'est rivière. la petite rivière, voilà, exactement. Alors, il ne faut pas imaginer qu'on va suivre la rivière par le bas. L'idée du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est qu'il faut monter sur les crêtes. Donc, D'accord. c'est quand même un peu ardu. C'est un peu sport. C'est un peu sport. Ça parce monte qu'il un peu, Oui, ça ça grimpe. monte et ça descend. Voilà. D'accord. Donc, c'est un peu sport. Mais par contre, il y a des très, très beaux villages à voir Ouais. sur ce tronçon-là. Et des points de vue. Et des sublimes. points de vue magnifiques, puisqu'on suit les crêtes. Donc, c'est vraiment très, très beau. Et mon coup de cœur, c'était Espagnac-Sainte-Eulalie. Mhm. C'est juste un village magnifique. On peut y dormir, en fait. Décrivez-nous c'est ce petit sympa. village espagnol. On arrive, on voit. On veut avoir les yeux qui brillent. Ces Chantilly. maisons, en fait, il y a un ancien monastère et le gîte est installé dans l'ancien monastère. Déjà. Donc c'est juste sublime. C'est des maisons de pierre blanche. Oui, rose, c'est des maisons. Non, c'est des maisons, pas forcément des pierres blanches, mais c'est des maisons en pierre du coin, enfin D'accord. locales. Donc Ouais, c'est très très chouette. Il y a l'église. Toit en tuiles. C'est un petit joyau, oui. C'est Ouais. vraiment un petit joyau, c'est très très bon. Et en fait, ce qui est sympa, c'est qu'on est accueilli en fait quand on arrive dans ce gîte par un petit thé glacé, une glace artisanale maison. Enfin voilà, il y a le petit coin aussi restauration après la journée de marche. C'est toujours sympa de faire une petite pause. Et voilà. Et donc, ce que je conseille aussi de faire sur cette voie-là, c'est de faire une petite escapade entre Bouziès et Saint-Cyr-la-Popie par le chemin de Halage, Oui, Saint-Cyr-la-Popie. qui est juste magnifique, voilà, c'est vraiment très très beau. Et on passe pour le coup dans cette roche blanche, et c'est vraiment très très chouette à faire. Les chemins de halage sont vraiment des sentiers. C'est des sentiers aujourd'hui, oui. Aujourd'hui qui sont exploités. Plébiscités, ah oui, Ah ouais, il faut les faire. Les gens adorent ça, à Ouais. pied ou à vélo. Exactement. Et vous Moi, je les vous recommandez sur votre site plutôt d'utiliser des vélos, d'aller à pied plutôt que... De tout en fait, tout. parce que moi je me déplace aussi bien à vélo qu'à pied. Oui. Après en France, bien entendu, c'est le train. Mhm. Voilà. Mais effectivement, je peux faire de l'itinérance à pied ou effectivement proposer des découvertes aussi à vélo. Sac à dos. Oui. Sac à dos aussi, sur les chemins de Saint-Jacques, c'était tout à fait ça. Maxence, vous êtes quel type de voyageur? Vous, un voyageur aussi comme Chantilly, sac à dos, à pied, à découvrir les villes en vélo? Alors, moi, c'est un peu compliqué parce que pour visiter des capitales européennes, ça va me prendre un peu de temps. Oui. Donc vous y allez en train ou en avion? Et puis, Voilà. et une fois sur Exactement. place? Une fois sur place, c'est tout à pied. Tout à pied, ou bien sûr le vélo, comme pour Amsterdam, le vélo, ça c'est top. Mais sinon, c'est tout à pied, oui. C'est pour ça que l'idée, c'est quand même, le logement est vachement important quand même. Sinon, on doit prendre les transports, on perd beaucoup de temps. Donc c'est quand même... voilà, l'idée, c'est quand même d'être dans le cœur historique. À chaque fois, vous recommandez de dormir plutôt là où ça se passe. C'est-à-dire qu'à Bordeaux, on dort à côté du miroir. Ouais, c'est ça. Oui, on peut pas besoin faut pas dormir à la gare, ni de l'autre côté de la rive de la Garonne. Faut dormir à côté du miroir d'eau, c'est là où tout se passe. Mhm. Chantilly, vous êtes d'accord? Il faut dormir toujours dans les endroits où on est proche de la vie artistique, culturelle, nocturne des villes. Ah oui, moi je suis plutôt spécialisée dans les petits villages, Ouais, mais alors, oui, tout dans les à petits fait. Dans les villages, petits villages, de toute façon, il y a. Ça se pose pas le problème. De toute façon, on est paumé. Exactement. Non, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'hébergements non plus. C'est vrai en plus. Donc ouais. certains villages sont mieux dotés que d'autres. Ouais. Et effectivement, l'idée c'est de rester en local en fait et de rencontrer les gens. Mais on trouve quand même de très belles chambres d'hôtes Oui, dans nos magnifique, villages de France. magnifique. Ouais. Et on va Oui. au contact des gens. Oui, Maxence tout à aussi, fait. il aime bien aller au contact des gens, au contact des habitants. Et c'est ça qu'il faut faire pour poser des questions et se renseigner. On va continuer notre périple en France et en Europe grâce à vous, chers amis. Dans un instant après cette pause, avec Maxence, nous serons à Séville.
Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gickel. Avec nos amis Chantil Delincourt, qui est la blogueuse et fondatrice de Village et Patrimoine, le site de référence du tourisme patrimonial en France, et Maxence, fondateur du site viremalin.fr, nous sommes en train de faire un petit tour de France et d'Europe, des bons plans de voyage, de visite, de découverte pour des vacances ou pour des grandes virées week-end. Et là, on est avec Maxence, on est à Séville, en Espagne. Il faut aller vite, Maxence, qu'on on a pris un petit peu de retard et je compte sur vous pour nous vendre Séville en 2 minutes 30. Alors, Séville, magnifique. Un incontournable, le Real Alcázar de Séville. Avec juste en face la cathédrale. Bien sûr, pour l'Alcázar de Séville, il faudra penser à prendre les billets parce que c'est énormément, il y a beaucoup de touristes. C'est vraiment un magnifique palais royal. À 2 pas, vous avez aussi l'Archive des Indes, la Casa de Pilatos, la Torre del Oro. Tous à pied. L'idéal, c'est de loger pas loin de l'Alcázar de Séville. Pareil pour l'aéroport, c'est pas très loin, donc inutile de loger trop loin. Vous pouvez faire une balade aussi en bateau sur le Guadalquivir, qui est vraiment très très sympa à faire. Et surtout aussi aller visiter la place d'Espagne avec son mari. Le parc de Maria Luisa. D'ailleurs, ça a été une des scènes qui a été utilisée dans le film Star Wars, la place d'Espagne. Absolument, je valide. La place d'Espagne et la petite balade sur le Guadalquivir, très très bonne idée. On va vite vous demander, Chantil, où est-ce qu'on peut ramener en France des pulls fabriqués en poil de chameau? En Occitanie. Ou en poil de yak? Alors, direction l'Occitanie. C'est doux le poil de yak, non? C'est très doux, en fait. Bon, les matières sont très douces, oui. D'accord. Tout à fait. Et donc, en Occitanie, il y a plusieurs entreprises. Aujourd'hui, le tourisme de savoir-faire est un vrai tourisme. C'est vrai. Donc, il y a beaucoup de gens qui aiment bien aussi découvrir le savoir-faire quand ils vont dans les régions. Et notamment, j'en ai 2 à vous proposer. La première est en Ariège, avec laine paysanne. Alors, eux, ils redynamisent la filière laine des Pyrénées, avec les brebis des Pyrénées. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est une jeune femme qui est tisserande et qui s'est associée avec son mari dans une coopérative. Tout à fait. Qui lui est éleveur de brebis, et donc il collecte en fait la laine, les poils de brebis dans les fermes aux alentours, et il redynamise toute cette filière pour en faire à la fin des pulls, des bonnets, des mitaines. Et on est à 30 km de Foix à peu près, c'est ça? Exactement. Très bien. Et la deuxième, c'est à Burla. C'est chez 2000 habitants dans le Tarn. Absolument, à 10 km à l'est de Castres, dans le Tarn. Voilà, et eux aussi font des chaussettes, des pulls, des accessoires, et c'est eux donc qui tricotent le poil de chameau et le poil de yak. Et ils sont labellisés entreprises du patrimoine vivant pour un savoir-faire qu'ils sont quasiment les seuls encore à perpétuer. C'est le remaillage à la main, donc ce qui permet d'avoir aujourd'hui des vêtements sans couture. Donc c'est fait à la main par une couturière. Et le tricotage en 3D, ce qui permet aussi de faire des pulls en 360 sans avoir à les coudre. Donc c'est vraiment exceptionnel. Ils ont tous les 2 un atelier boutique aussi où on peut acheter les productions à la fin de la visite. C'est top. Maxence, je sais que vous êtes un amoureux d'Istanbul et d'Athènes, et on doit parler de Madrid, d'Athènes et d'Istanbul, mais on n'aura pas le temps de faire les 3. Lequel on vire? Lequel on vire Lequel on vire? Ah, c'est dur. Ah ben non, mais c'est dur, mais c'est la loi du timing. Madrid, mais Madrid. Vraiment super quand même. Madrid, c'est top. Mais Madrid, on va sur votre site, on trouve toutes les infos. Par contre, là où je veux vous entendre, c'est sur Athènes et Istanbul. Ah oui. Ah bah là, surtout Istanbul. Mais allez-y, commençons par Athènes. Alors Athènes, écoutez, Athènes, pareil, c'est une capitale très facile d'accès. Depuis la France, on y est en 3 heures. Bon, tout dépend d'où on part depuis la France. Bien sûr, l'Acropole, bien penser à prendre son billet à l'avance, l'Acropole. Et l'idée, c'est quand même de visiter le musée de l'Acropole, qui est juste en bas de l'Acropole, de visiter avant l'Acropole pour pouvoir mieux comprendre un peu son histoire. C'est quand même mieux quand même. Et bien sûr, si vous pouvez prendre un guide francophone, c'est encore mieux, c'est sûr. L'idéal, c'est quand même de loger pas loin de la place Monastiraki. C'est un peu le cœur, le centre. Et d'ici, vous trouverez de nombreux restos et bars pour le soir. C'est vraiment très très agréable, avec une belle vue sur l'Acropole en lumière. C'est vraiment magnifique. Donc, les incontournables, le Parthénon, le théâtre de Dionysos, l'Agora antique, bien sûr. Le cimetière de céramique, et puis bien sûr tout simplement se balader dans les petites ruelles d'Athènes, du quartier Plaka. C'est vraiment super. J'ai vu sur votre site que vous recommandiez de louer un bateau pour partir de Corfou pour descendre toute la côte. C'est assez génial ça, cette proposition, je trouve. C'est encore jouable ça?
C'est encore jouable si on a le permis bateau. Oui. Bien sûr, après, oui, bon, faut se connaître. C'est vrai que ça adresse à un public qui est quand même assez connaisseur. Oui. La plupart utiliseront des agences pour cela, quoi. Oui. Mais on peut le faire. On peut faire la location de bateaux le long de la côte. Exactement. Oui, vous pouvez louer via des particuliers, et vous louez le bateau, et puis vous leur donnez des petits conseils. Et d'ailleurs, il y en a, ils parlent français, hein, donc on a quand même une relation avec les Grecs assez particulière et tout, et c'est vrai qu'on en parle peu. Les Grecs nous aiment beaucoup. Mhm. Et il y en a pas mal qui est dans le français, donc ils pourront donner des conseils. Absolument. Et avant d'aller à Istanbul et d'écouter vos conseils sur Istanbul, on va passer par... Alors on a parlé du tourisme de savoir-faire. Il y a aussi un autre tourisme en France qui est très demandé et qui est très couru, c'est le tourisme religieux. Oui, exactement. Et là, l'abbaye de Royaumont, la Sainte-Chapelle de l'abbaye de Saint-Germain de Fly et le monastère de la Grande Chartreuse en Isère, on commence par lequel? Vous avez 3 minutes. Alors, on va commencer par Saint-Germain-de-Fly, qui est dans l'Oise, donc vraiment tout à côté de Paris. C'est une église et une Sainte-Chapelle, qui est la réplique un peu de la Sainte-Chapelle de Paris, qui a été construite juste quelques années après. Qui est juste sublime aussi. C'est une chapelle gothique et qui est magnifique, avec une rosace très très grande. Donc, c'est très peu connu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent Saint-Germain-de-Fly, déjà le village, et puis cette abbaye. Donc, je recommande vraiment de prendre sa voiture et d'y aller, parce que c'est très très beau à visiter. Pour nos amis parisiens qui nous écoutent, c'est dans l'Oise. Exactement, c'est dans l'Oise et c'est ouvert, en fait, la journée. Celles et ceux qui veulent nous rejoindre, c'est facile d'y accéder. Voilà. Ensuite, pas très loin dans le Val d'Oise, c'est l'abbaye de Royaumont. Ah oui. Voilà, à magnifique 53 km de Paris, au nord. Oui, exactement, abbaye cistercienne. Aujourd'hui, c'est un peu comme le monastère royal de Brousse, c'est un centre culturel, mais elle a pu accueillir à son heure de gloire jusqu'à 150 moines. Donc c'est une très très belle abbaye aussi à visiter, et je crois qu'il y a encore les propriétaires qui vivent dedans. À Royaumont. À Royaumont, oui, à côté. Oui, dans les bâtiments annexes. C'est ça, exactement. Et racontez-nous comment, à 850 mètres d'altitude, vous avez découvert, avec des raquettes aux pieds, dans la neige, cette abbaye absolument extraordinaire. De la Grande Chartreuse, en Isère. 4 hectares de toiture, 8 clochers, 35 cellules. C'est immense aussi. Alors, pour le coup, cette abbaye, ce monastère, c'est un monastère, est habité. Donc, il y a des moines qui vivent à l'année. Ils ont fait vœu de silence, donc ils sortent très très peu, et donc on ne peut pas rentrer, ça ne se visite pas. En revanche, on peut faire le tour, et je recommande vraiment d'y aller, puisque c'est ce que j'ai fait, et j'ai trouvé ça magique d'y aller en plein hiver. Donc j'y suis allée avec les raquettes aux pieds, et c'était absolument magnifique et féerique, puisque tout était blanc. On avait un peu ce son un peu tamisé qu'il y a dans les montagnes en hiver, et on était un peu dans le brouillard. Et quand on est arrivé devant le monastère, donc j'étais avec une guide, on est arrivé devant le monastère, et comme par magie, le brouillard s'est élevé et on a vu le monastère apparaître dans ce brouillard. C'est resté 20 minutes à peu près à la vue, et après le brouillard est redescendu et on voyait plus rien. Donc c'était juste magnifique. Une main divine est intervenue pour que Chantilly, l'aventurière, raquette aux pieds, découvre le monastère et prenne sa photo. Absolument. Et on peut ramener de la chartreuse encore. Elle est encore faite, bien sûr, elle est faite, et en plus c'est les moines qui ont le secret de la recette de la chartreuse. Et puis ils le gardent jalousement. On ne sait pas de quoi il est fait. Exactement. Et il faut peut-être mieux ne pas le savoir. Voilà. Non, c'est délicieux. Mais c'est très très bon. Istanbul, Maxence, coup de cœur, un gros coup de cœur pour Istanbul. Maxence, il m'avait dit en préparant cette émission, Istanbul, il faut qu'on en parle, parce que on croit toujours que c'est pas toujours sécurisé, que voilà. Non, mais il faut y aller, Istanbul. Il faut y aller, les gars. Oui, il faut y aller. Si tu as la frontière entre l'Orient et l'Occident, il y a vraiment aucun problème pour y aller, même pour une femme seule. De toute façon, les services de l'ordre, ils ont pour ordre de protéger les touristes, quoi, en quelque sorte. Donc vraiment, il y a vraiment aucun problème d'y aller. Il y a une diversité culturelle qui est assez dingue. C'est vraiment très riche. Et même pour y aller, il n'y a pas besoin de visa en plus. Donc du moment que vous ne dépassez pas un séjour de 90 jours, donc avec votre carte d'identité, votre passeport, ça suffit. C'est très facile. Et puis la ville, vraiment, on prend un peu une claque. Vous allez voir, parmi les incontournables, il y a la basilique Sainte-Sophie, le palais de Topkapi, le grand bazar d'Istanbul, c'est vraiment à voir, avec le bazar aux épices. Il y a la citerne de la citerne basilique, où on voit ces immenses réserves d'eau potable qui sont dessous la ville. C'est vraiment incroyable. Très bonne idée de découverte, Istanbul, qu'on peut faire en couple, qu'on peut faire si on est un fêtard, si on est un gastronome, si on est en solo. C'est Istanbul où il faut aller passer un petit week-end pour découvrir presque une culture différente entre Orient et Occident, comme tu l'as dit.
Bien sûr, et puis après, une fois qu'on est à Istanbul, il y a de nombreux petits vols internes qui permettent de visiter le pays. Surtout, bah, après, on va rester côté ouest hein, du pays, bien sûr, hein, mais vous pouvez aller jusqu'en Cappadoce, après des descentes jusqu'à Antalya pour aller vers Bodo, etc., etc. Vraiment, c'est vraiment un magnifique pays. Hein. Très bien. On va terminer cette émission avec vous, Chantilly, sur une petite note de Noël, car malheureusement, nous devons nous quitter. Hein, on n'a qu'une heure pour parler de tout ça. Où se trouve Lucéram, 1264 habitants, 27 km au nord de Nice. Je viens de vous le dire où ça se trouve. Et il y a un truc particulier, c'est dans la vallée du Paillon et... Oui, et c'est le village aux 500 crèches. Le village aux 500 Alors, crèches. c'est un village qui se transforme à la période de Noël. En crèche. En crèche. En crèche géante. En crèche géante. Et ça, c'est vraiment un événement. Alors, autant tout à l'heure, on était dans le Grand Est et on avait la Saint-Nicolas. Et autant là... On était à Istanbul tout à l'heure. Oui, on était aussi en Istanbul, mais au tout début, on était dans le Grand Est avec la Saint-Nicolas. Et autant là, on est en Provence avec les crèches provençales. D'accord. Et donc, tous les habitants jouent le jeu et font des crèches, en fait, chez eux, dans les rues, dans leur garage, tout est ouvert et en fait il y a des parcours qui s'organisent. C'est en ce moment, c'est jusqu'au tout début janvier, donc il y a énormément d'animations pendant tout ce mois de décembre et donc les gens peuvent aller parcourir ce village et qui est complètement ouvert et découvrir toutes ces crèches. Le village aux 500 magnifique. crèches, Lucéram, au nord de Nice. Merci Chantilly Lelincourt. Votre prochain voyage, c'est quoi ? Je vais aller au château de Chambord. Ah bah, magnifique. Et vous, Maxence, c'est quoi votre prochaine destination ? Eh bien, je repars à New York. Ah oui, d'accord, ok les gars, c'est pas la même Chambord. Enfin, Chambord, New York, ça fait rêver dans deux domaines, deux univers différents. Merci à tous les deux de nous avoir ouvert les portes de vos destinations, des découvertes que vous avez faites, de vos blogs, de vos sites. On rappelle, Maxence, l'adresse de votre blog. Site viremoilin.fr et Chantilly. Et moi, c'est village et patrimoine.fr. Merci beaucoup, mes amis, d'avoir participé à cette émission. C'était la France et le monde à découvrir. On a fait un mix des deux. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche. Salut!